7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Depuis 30 ans, le Congrès national africain, l'ANC, domine la vie politique en Afrique du Sud, mais il va devoir partager le pouvoir. Les Sud-Africains se sont exprimés le 29 mai lors des élections générales. Le parti du président Cyril Ramaphosa, l'ANC, reste la première force du pays, mais perd sa majorité absolue avec le score décevant de 20,41% des suffrages. C'est un recul historique pour la formation au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. Et pour mieux comprendre l'enjeu de ces résultats électoraux, nous sommes aujourd'hui avec Bernard Lugan. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Vous êtes historien et africaniste et parmi de nombreux ouvrages sur la colonisation, la décolonisation ou l'histoire des différents pays d'Afrique, vous êtes l'auteur d'une histoire de l'Afrique du Sud, disponible aux éditions Ellipse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Bernard Lugan, on qualifie ce recul électoral de l'ANC de revers historique pour la formation politique qui enregistre le repli le plus important de son histoire. L'ANC paye-t-il ses erreurs de gestion au pouvoir et un bilan peut-être alarmant au travers de ces élections ? Oui, moi j'ai une lecture un peu différente de celle des grands médias, oui. Parce que certes l'ANC recule, mais l'ANC remporte encore plus de 40% des électeurs, c'est-à-dire, imaginons un score de 40% en France pour un parti politique, ce serait important, mais nous sommes en Afrique. Le second parti qui est derrière a 2 fois moins de voix, l'Alliance démocratique à 20%. Et puis sur les 9 provinces sud-africaines, l'ANC en garde 7. Et les 2 provinces qui sont perdues sont des provinces que l'ANC ne contrôlait pas ou contrôlait à peine précédemment. Alors, si vous voulez, il y a 2 niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture à l'européenne, c'est-à-dire on regarde les partis politiques et l'on fait les comptes. Alors effectivement, avec une vision européenne, l'ANC décline depuis une dizaine d'années et des partis d'opposition ont pris la place de ce credo. Ça, c'est une vision qui est totalement superficielle, à mon avis, qui ne représente pas la réalité. Parce qu'en fait, la grande réalité, c'est qu'en Afrique du Sud, il y a 60 millions d'habitants. Sur ces 60 millions d'habitants, il y a 80% de Noirs et 20% de Blancs, de Métis et d'Indiens. Or, si l'on additionne tous les partis noirs, cela fait 80%. Et si l'on additionne les Blancs, les Métis et les Indiens, cela fait 20%. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire le score de l'Alliance démocratique, d'une part, et le score, d'autre part, de l'ANC, plus le parti de Mandela EFF et le parti de Jacob Zuma. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Tout le monde sait que l'ANC est un parti prédateur. La kleptocratie de l'ANC existe depuis 1994. Moi, je l'ai écrit depuis le début. Mais ce qui s'est passé, c'est un glissement. Ce sont des jeux de chaises communicantes, des chaises vides. C'est-à-dire que, en fait, les Zoulous ont quitté l'ANC. Les Zoulous qui étaient au pouvoir avec Jacob Zuma ont été évincés de l'ANC par Cyril Ramaphosa et par l'alliance de tous ceux qui sont contre les Zoulous, qui ont monté contre Jacob Zuma une sorte de magouille politique qui était facile à monter parce que Zuma était totalement corrompu. Zuma a été écarté du pouvoir il y a 8 ans et Zuma s'est vengé. Il se venge en créant un nouveau parti, l'Umkhonto we Sizwe, qui est en fait le parti Zoulou. Alors, quand vous prenez les cartes autres que la vision journalistique européenne, lorsque vous prenez les cartes de l'Afrique du Sud et que vous regardez où s'est passé le vote de Jacob Zuma, vous constatez que le KwaZulu-Natal a voté pour les Zoulous et dans le Gauteng, qui a une partie peuplée par les Zoulous, cette zone a voté également pour les Zoulous. Donc, en fait, nous avons 3 partis noirs qui ont le même programme, c'est-à-dire prendre la terre des Blancs, affirmative action et nationalisation plus ou moins importante, et ces 3 partis se battent entre eux pour la même clientèle, mais ont les mêmes buts politiques. Donc, il faut vraiment relativiser ces élections. Vous savez, moi, j'ai toujours une approche très différente de l'approche européocentrée de la politique. Revenons aux réalités africaines qui ne sont pas les réalités politiques européennes. Vous faites bien de le préciser. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vote ethnique ? Oui et non. Le vote global est ethnique. Depuis 1994, le vote est ethnique. Les 80% de Noirs votent pour des partis noirs et les 20% de Blancs, de Métis et d'Indiens votent pour des partis qui ne sont pas des partis noirs. Donc c'est un vote au départ ethnique. Et à l'intérieur de ce vote ethnique, il y a un vote politique. Et à l'intérieur de ce vote politique, il y a une fracture ethnique entre les Zoulous
et le reste Oui, des c'est ce que Noirs. vous veniez, oui, effectivement, d'expliquer. Si vous voyez pas ça, vous voyez pas la réalité sud-africaine. Ouais. C'est du baratin pour journalistes européens, le reste. Quel- Je l'explique dans mon livre Histoire de l'Afrique du Sud. Dans le prochain numéro de l'Afrique réelle de ma revue, qui va sortir début juillet, j'ai une grosse analyse sur la vie politique sud-africaine et je reprends l'analyse avec des schémas et des tableaux de toute la vie politique depuis la fin du régime blanc. Et les grandes constantes sont là. Alors, le problème qui se pose, c'est maintenant, c'est un problème de gouvernement. Alors, que va faire l'ANC? Oui. L'ANC conserve 7 provinces sur 9, mais l'ANC perd sa majorité au Parlement. Donc, que va faire l'ANC? Deux possibilités. S'allier avec le Parti démocratique, c'est-à-dire le parti, entre guillemets, des Blancs, des Métis et des Indiens, ou s'allier avec l'une des composantes noires. Alors, avec le Parti de la Démocratique Alliance qui a stagné. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de bouleversement politique, parce que la Démocratique Alliance stagne à 20%. Nous sommes sur le vote purement technique. Et que peut faire l'ANC? S'allier avec les Blancs. Alors les Blancs font la danse du ventre. Ce sont les libéraux blancs. L'EDA, c'est une sous-UMP, hein, c'est à peu près ça. Ce parti fait la danse du ventre pour rentrer au gouvernement. Seulement, ce parti a 3 options qui font que l'ANC ne peut pas l'accepter. 1, c'est le parti des Blancs. 2, ils sont contre la discrimination positive. 3, ils sont contre la saisie des terres blanches. Et 4, ils sont pour Israël. Et 5, ils sont pour les LGBT. Ah oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En face, vous avez les 3 partis noirs qui sont des dissidences de l'ANC, mais qui ont la même idée, qui sont tous pour saisir la terre des Blancs, avec plus ou moins de rapidité ou plus ou moins d'élégance, qui sont pour la condamnation d'Israël, qui sont contre la théorie du genre et ce genre de fadaise occidentale, et qui sont également pour des nationalisations. Alors, si d'un côté, l'ANC s'allie aux Blancs, c'est la révolution. C'est la révolution du côté des Noirs. Et si l'ANC s'allie, ce qu'elle va faire, avec l'une ou l'autre des composantes de ces forces noires, les capitaux risquent de partir du pays, surtout si c'est avec Malema. Si l'ANC s'allie avec Jacob Zuma, ça sera différent. Or, Jacob Zuma a dit, moi je veux bien une alliance avec l'ANC, à condition que le président Ramaphosa démissionne. Parce qu'il y a une haine personnelle entre le Venda Ramaphosa et le Zoulou Zoulou Jacob Zuma. Ouais. Donc voilà, les jeux sont ouverts. La réalité est là. Alors, les magouilles vont arriver, les négociations, ils vont trouver une solution. Évidemment sur le dos des Blancs comme d'habitude, mais tant pis pour eux. Les Blancs avaient l'occasion de voter, De Klerk leur avait proposé un référendum 1 an avant le passage au pouvoir des Noirs. Êtes-vous d'accord pour continuer les réformes? Les Blancs ont dit oui, qu'on continue les réformes. Ils ont voté à 60%. Bon, ils récoltent ceux qui ont voté à l'époque. C'est tout à fait normal. Le vote ethnique fait que les 20% de Blancs, Métis et d'Indiens pèseront toujours moins que les 80% de Zoulou, Kossa, Venda, Soto, etc. C'est dingue, parce que quand je vous entends, je me dis, on est vraiment à des années-lumière de notre système politique, quoi. Je comprends que les commentateurs européens n'arrivent pas à commenter, en tout cas à analyser comme vous. Mais il en est de même pour le Sahel. Moi, j'ai été viré de l'école de guerre, viré de Saint-Cyr parce que j'expliquais la situation réelle qui se passait au Sahel. Bon, alors ça faisait pas plaisir aux autorités, donc ils m'ont envoyé chez moi. Bon, mais c'est la même chose. On n'écoute pas les gens qui connaissent un peu. Enfin, bon, j'ai vécu plus de 12 ans en Afrique du Sud avec des allers-retours. J'ai fait 5 livres sur l'Afrique du Sud. Je connais intimement l'Afrique du Sud. Bon, mais seulement j'ai une vision qui est une vision tellement opposée à la doxa qu'on n'écoute pas. Ben tant pis. Vous savez comment dire en Afrique, à force de pisser contre le sirocco, on finit par se mouiller les babouches. Et la politique française en Afrique c'est mouiller les babouches. Ben tant pis. Quant à la presse française, elle est de plus en plus nulle lorsqu'elle parle de l'Afrique. Alors, je voulais peut-être revenir sur un élément, la situation pour les Blancs en Afrique du Sud. On en parlait très brièvement tout à l'heure lors d'une chronique. Quelle est la situation? On parle beaucoup des fermiers blancs, de toutes ces choses-là. Va evictis. Le problème en Afrique du Sud, les Blancs ont eu l'occasion,
ont eu l'occasion. Moi, j'étais sur place. J'étais sur place pendant toute cette période de 90 à 94, et j'étais vraiment très très mêlé aux discussions parallèles qui étaient faites par le général Viljoen avec l'ANC contre De Klerk, pour que les Blancs essaient de sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Bon, les Blancs ont été trahis par leurs dirigeants, comme les Français sont trahis par leurs dirigeants et par la classe politique depuis des décennies. Et à partir du moment où les Blancs ont perdu le pouvoir, le reste allait couler de source, car nous sommes dans l'ethno-mathématique électorale. Exactement comme les Touaregs au Mali, qui représentent 5%, ne seront jamais au pouvoir par la démocratie, parce que les 95% de non-Touaregs sont toujours plus nombreux, même divisés que les 5% de Touaregs. C'est la même chose en Afrique du Sud. Les 20% de Blancs, Métis et Indiens ne pèseront jamais face aux 80% de Noirs, même si les Noirs sont divisés comme aujourd'hui entre Zoulous et autres courants politiques noirs. Les Blancs, eux seuls, sont moins nombreux que les Zoulous, vous comprenez? Donc, la situation, c'est une situation de pure ethnopolitique. Nous réfléchissons en Europe sur la notion individualiste. En Afrique, c'est pas ça, ce sont les groupes. Le vote se fait par groupe, par ethnie, par grande fraction, par famille, par clan. Donc, comme on refuse de voir cela, car nous avons une vision universaliste, l'on ne vaut pas la réalité. Résultat, j'élargis, les Européens, et surtout les Occidentaux, les Français, se font virer de toute l'Afrique. Et qui récolte les marrons du feu? Ceux qui n'ont pas d'approche universaliste, c'est-à-dire les Russes, les Chinois, les Turcs, les Indiens, les Malais, le monde entier, sauf nous. Mais est-ce que l'Occident devrait s'intéresser davantage à la situation de l'Afrique et de l'Afrique du Sud en particulier? Elle ne peut pas s'intéresser, puisque de toute façon, son analyse est fausse dès le départ. Bien sûr qu'elle s'y intéresse, mais toute son analyse est forcément faussée dès le départ, car elle est prise par ses a priori, ses idéologies, et par son tropisme universaliste, démocratique et droit de l'homisque. Donc, pas possible. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est le rejet complet. Quittons l'Afrique du Sud, je parle en général. C'est le rejet complet de cet impérialisme universaliste, philosophique et moralisateur de l'Occident. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de concurrence, mais maintenant il y a une concurrence. La concurrence est russe, chinoise, turque, elle est indienne, elle est indonésienne. Les Occidentaux ont de grands soucis à se faire en Afrique. Oui, là c'est un territoire perdu pour l'Occident. Mais ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc, le refus du réel. Le refus réel. Alors pour revenir peut-être à l'ANC, quel est le bilan politique de l'ANC? On pourrait parler aussi de corruption, toutes ces choses-là. Allez-y. Je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de bilan politique. L'ANC est un parti kleptocratique. Ce sont des gens qui, comme le FLN algérien, c'est la même chose. FLN algérien et ANC, des gens qui ont profité de l'indépendance pour un clan qui s'est rempli les poches, les Black Diamonds, qui se sont enrichis, pendant que la population noire a vu son niveau qui s'est effondré. Le niveau de vie des Noirs aujourd'hui, comparé à celui qu'ils avaient avant le régime noir, s'est effondré de 30 à 40%. C'est un régime complètement failli. Les Blancs, comme en Algérie, les Français avaient laissé un héritage absolument considérable qui a été dilapidé. En Afrique du Sud, le plus simple, l'exemple le plus topique, c'est celui de l'électricité. Et quand vous pensez que les Blancs avaient laissé un système électrique qui était ultra performant, qui permettait l'exploitation des mines à grande profondeur, ça n'a pas été entretenu. Il n'y a pas eu de maintenance. Résultat, une partie des mines sud-africaines ferment parce qu'il n'est plus possible d'aérer les mines profondes, car les mines sud-africaines sont souvent en grande profondeur. Une grande partie du monde capitaliste a préféré abandonner ces mines et passer dans des pays d'Afrique où il n'y a pas les mêmes contraintes qu'en Afrique du Sud. Donc le pays est en train de s'effondrer complètement. C'est un pays qui a toujours une économie importante. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques secteurs ultra performants tenus par les Blancs ou par quelques Noirs qui ont, qui sont passés dans le système capitaliste. Et c'est un pays qui est en faillite complète. C'est un pays qui s'est tiers-mondisé en quelques années. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est dommage, car c'est un pays qui avait tous les atouts. Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup Bernard Lugan, en tout cas, de nous avoir apporté cet éclairage qui était essentiel, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, en fait, de notre point de vue, on est, je crois, vraiment incapable de comprendre, de saisir véritablement ce qui passe là-bas, à moins d'y avoir vécu comme écoutez, vous. moi je suis bien entendu sur les chaînes et sur les journaux depuis les élections sud-africaines. Ouais. Je suis atterré par le niveau d'incompréhension et de nullité des commentaires.
Ouais. On a l'impression d'avoir affaire à une vie politique européenne, avec des partis politiques comme l'UMP, le Parti socialiste, etc., qui négocient pour une coalition de pouvoir. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est pas ça l'Afrique. Hein. Il va falloir que les Européens comprennent que les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Hein. Ce sont des Africains, comme nous sommes des Européens. C'est important de le souligner. En tout cas, j'invite nos auditeurs évidemment à s'informer davantage, notamment en lisant votre... Et pour s'informer, venez donc sur mon blog voilà. Puis abonnez-vous à l'Afrique réelle. Tous les mois, je donne une analyse politique de l'Afrique qui sort des sentiers battus. Exactement, et lisez Histoire de l'Afrique du Sud aux éditions Ellipse. Merci beaucoup Bernard Lugan d'avoir accepté notre invitation. Merci.